Alors, pour donner suite à cette soirée si bien commencée, il m'a fait plaisir de vous présenter Lise Bourbeau, qui est la fondatrice du Centre Écoute ton corps, ainsi que du Centre de santé à Sainte-Agathe, et aussi l'auteur du best-seller Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Alors, Lise va venir nous entretenir d'un sujet brûlant d'actualité, la spiritualité dans les relations parents-enfants. Lise. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais recommencer. La deuxième fois est toujours meilleure. Bonsoir tout le monde. Ah bon, là, je vous ai avec moi. Après une belle chanson comme on vient d'entendre, c'est un peu difficile de se replacer. Hein? On a le goût de se laisser bercer par des belles paroles comme ça. Alors ce soir, ça me fait plaisir de vous parler d'un sujet qui me tient bien à cœur, la relation entre parents et enfants. On a beaucoup de difficultés dans nos relations avec les enfants puis avec les parents. Hein? Je rencontre sans cesse des adultes qui sont rendus à 40, 50, 60 ans, qui en veulent encore beaucoup à leurs parents pour différentes choses. Et c'est ce qui cause tant de maladies. Si vous saviez combien il y a de cancers dans ce beau monde qui viennent de rancune et de haine envers les parents. Alors, ça vient de loin. Puis on se demande toujours comment ça se fait. Il me semble que dans le fond, la plupart des parents veulent aimer leurs enfants. Alors, ça commence dès le début, ça commence par la motivation d'avoir un enfant. À date, dans les années passées, la motivation pour avoir un enfant n'était pas la bonne. On était motivés pour, peut-être parce que c'était supposé. Hein? On se parie, puis on entend les personnes qui disent... ah ben tant qu'à avoir des enfants, je suis obligée de les avoir tout de suite, j'en veux 2, alors tu peux te commencer tout de suite. Hein, c'est comme si c'était supposé, son mari devrait avoir des enfants. Ou bien aussi, dans beaucoup de cas, là, dans les années passées, encore dans pas si loin que ça, plusieurs femmes avaient des enfants parce qu'elles n'avaient pas le droit d'empêcher la famille. Hein, ça, il y en a plusieurs qui sont ici à cause de ça. La pilule n'existait pas. Ça serait pas ici. Moi, la première, on est 11 chez nous, puis ma mère en voulait 4. Elle voulait 2, c'est-à-dire moi, je suis la 4e. Aussi, une autre motivation, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui pensent qu'ils vont être plus mariées s'ils ont un enfant. C'est une façon d'attacher le mari. Hein? Ça ne va pas comme ils voudraient dans leur ménage, mais avec un enfant, là, ils pensent que le mari va être plus présent, qu'il va être plus mature. Alors, c'est une autre motivation, mais qui n'est pas la bonne. Aussi, peut-être pour le marié, celui que tu aimes. Hein? Des filles qui partaient enceintes justement pour se faire marier. Une autre motivation que j'entends souvent, les hommes, des femmes ou des hommes, oui, qui disent, ben moi, en tout cas, quand je vais avoir un enfant, il va avoir tout ce que moi, j'ai pas eu. Il va en avoir de l'instruction, ou bien il va en avoir des cadeaux. Puis moi, je n'oublierai pas sa fête. Et puis, vous savez, toutes les choses qu'ils n'ont pas eues ou reçues, ils veulent le transmettre à leurs enfants. Alors, ni plus ni moins, c'est d'avoir un enfant pour réaliser les désirs qu'eux autres n'ont pas pu réaliser dans leur vie. C'est encore une autre motivation qui n'est pas la bonne. Il y a aussi des gens qui ont des enfants pour satisfaire les attentes de leurs parents. Les parents ont hâte d'être des grands-parents qui disent à la fille, ben, hey, quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Alors, pour faire plaisir à leurs parents, ils ont un enfant. Et beaucoup de femmes pensent que s'ils n'ont pas un enfant, elles ne sont pas autant une femme. Elles se pensent plus femmes si elles ont un enfant. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de motivations, différentes raisons pourquoi quelqu'un décide d'avoir un enfant. Et dans tout ça, il n'y a pas une bonne motivation. Et là, maintenant, je n'ai pas parlé des enfants qui ne sont pas désirés. Là, je viens de vous parler des enfants désirés. Imaginez ceux qui n'arrivent pas au bon temps ou avec la bonne personne. Hein? La fille qui se découvre enceinte trop jeune ou avant qu'elle ait eu le temps de prendre la pilule, ou les nouveaux mariés. Enfin, une autre que c'est son 4e ou 5e qui ne le veut pas. Et il y a aussi les enfants qui ne sont pas du bon sexe. Ce n'est pas le sexe qu'il voudrait. C'est la femme qui dit « Oh non, pas encore enceinte, un 4e. Ben, j'ai 3 garçons, au moins si le 4e c'est une fille, ça va être admis mal. »
Fait qu'imaginez, là, c'est un petit garçon qu'elle porte, lui, il sait tout de suite qu'il n'est pas désiré. Alors, déjà là, chez les enfants non désirés, les problèmes commencent avant la naissance. Les problèmes commencent dès la naissance, ils commencent à se manifester toutes sortes de choses qui viennent du rejet ou de la peur d'être rejeté. Et chez les enfants désirés, bien, vu que la motivation n'est pas la bonne, déjà, ça commence pas bien une relation parent et enfant. Parce que dans le fond, la seule motivation pour avoir un enfant, c'est de vouloir, ni plus ni moins, prêter notre corps en tant que femme pour donner la chance à une âme de venir vivre une vie nouvelle sur la terre. C'est la motivation première pour avoir un enfant. Et à travers cette entité ou cette âme-là qui va venir s'incarner à travers toi, d'apprendre à aimer avec cette nouvelle personne-là. C'est la raison pour laquelle on devrait avoir un enfant. Et puis avec l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'ère de la spiritualité qui est maintenant dans ses débuts, c'est vraiment ce qu'on préconise et ça va être ce qu'il va y avoir de plus en plus. Même, heureusement, on en voit déjà des jeunes couples qui savent cette notion-là. Et quand on a un enfant dans des conditions comme ça, c'est vraiment différent. Alors maintenant, on imagine le couple qui ont un enfant. Puis là, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent avoir pour leur enfant. Hein? Je suis certaine qu'ici, la plupart de vous autres, vous êtes des parents. Levez la main s'il y en a ici qui ne sont pas des parents. OK. Alors, vous avez des parents, de toute façon. Alors, vous allez comprendre à travers la conférence les différentes choses qui sont arrivées aussi quand vous étiez jeune en tant qu'enfant. Alors, ce qu'on veut pour nos enfants, j'ai fait une petite liste ici, là, en général, ce qu'on entend les parents dire, soit quand la femme se trouve enceinte ou après qu'ils ont un enfant. Ils veulent avoir des enfants heureux, des enfants sur deux, qui vont bien réussir dans la vie, en santé, qui sont beaux, intelligents, qui vont savoir s'affirmer, qui ne seront pas peureux, qui vont être capables de décider, qui vont être capables de se défendre. On ne veut pas avoir des drogués. On veut qu'ils soient riches, on veut qu'il y ait de l'instruction, qu'ils soient débrouillards. Hein? Est-ce que ça résume en général ce que les parents veulent de leurs enfants? On en veut beaucoup de choses pour eux autres. Hein? On est sûr que c'est ça, aimer les enfants, puis leur montrer qu'on les aime, puis l'amour. Mais vous savez, le petit enfant, la seule chose qu'il veut, c'est d'être aimé, puis de se sentir aimé. Toutes ces autres choses-là, là, il n'y en a même pas besoin. Mais ça, on ne savait pas ça. Hein? À date, là, aller jusqu'à maintenant, ça a été en général la façon de penser des gens. Alors maintenant, on va réviser ensemble qu'est-ce que les parents ont fait à date pour que leurs enfants aient toute la liste que je viens de vous nommer. Alors, on veut qu'ils se sentent beaux, qu'ils se trouvent beaux. On passe le temps à leur dire qu'ils n'ont pas d'allure, qu'ils ne savent pas s'habiller, qu'ils ne savent pas se coiffer, qu'ils n'ont pas de goût. T'as-tu vu l'allure, tu sais? Aussitôt qu'ils commencent à s'habiller par eux-mêmes. On veut qu'ils soient sûrs d'eux, on les traite de niaiseux, sans dessin. On veut qu'ils aient de l'estime de soi, on leur dit qu'ils sont sans cœur, qu'ils sont égoïstes. On veut qu'ils réussissent bien, on décide pour eux autres quelles études qu'ils vont faire. On leur demande même pas qu'est-ce qui leur ferait plaisir dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, celui qui veut être fermier, qui devient un médecin, c'est pas là-dedans qu'il va réussir parce que c'est pas ça qu'il veut faire. Si vous saviez combien j'en rencontre de gens à la semaine longue, des hommes d'affaires, que c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Ils ont fait des études pour faire plaisir à papa et à maman, et puis ils sont pas heureux là-dedans. On veut qu'ils soient en santé. On passe notre temps à leur parler de maladies. Mets ton chapeau, tu vas être malade, puis fais ci, fais ça, parce depuis qu'ils sont tout petits, qu'on leur parle juste de maladies. On les bourre de gras, de sel, de sucre, de bonbons, de popsicles, de hot dogs, de biscuits, de la liqueur, trop de viande. On les force à manger même quand ils n'ont pas faim. On leur dit que c'est supposé, mais on veut qu'ils soient en santé. On voudrait qu'ils soient débrouillards. On lui dit toujours quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Après ça, on se demande pourquoi ils ne sont pas capables de décider rien par eux-mêmes. On veut qu'ils ne soient pas peureux, hein, mais dès la naissance, on leur fait peur. Le petit bébé, il est tout petit, puis on dit « Guette le petit bébé, pas qu'il tombe en bas de la table, puis il va tomber. » Puis on le guette dans les escaliers, puis on est toujours en train de lui faire peur. Et puis, on lui passe le temps à leur dire de faire attention. Il ne faut pas qu'il parle à des inconnus quand il commence à aller dehors. Peur de la noirceur, peur d'être seul dehors. Il ne faut pas qu'il rentre trop tard.
On lui fait peur aussi, on lui fait des menaces. Hein? S'ils ne réussissent pas bien à l'école, ils vont devenir des vidangeurs plus tard s'ils réussissent pas. On leur fait des peurs avec leurs études. Si tu ne réussis pas des études ou bien si tu n'arrives pas avec un beau bulletin à la fin de l'année, tu n'auras pas ta bicyclette l'été prochain. Ça, on fait des menaces, on leur fait peur. Alors, veut pas, on leur enseigne la peur. On voudrait qu'ils soient capables de décider. Mais aussitôt qu'ils décident quelque chose, qu'ils nous donnent leur opinion, on leur dit « Mais es-tu fou? Ça n'a pas d'allure ce que tu viens de dire. » Alors, on ne respecte pas du tout leur opinion. Il faudrait toujours qu'ils disent qu'est-ce que nous autres, on pense qui est correct. Hein? Ou bien on leur dit de se fermer. Quand ils vont trop loin, là, dans leur opinion, là, on dit on le ferme là, ça, je ne t'ai pas demandé d'aller aussi loin que ça. On voudrait qu'ils ne soient pas des alcooliques ou des drogués. Alors, quand les parents fument une cigarette après l'autre, ou bien sont toujours en train de prendre un verre à chaque occasion, aussitôt qu'il arrive quelqu'un à la maison, là, ils sortent un verre, on prend un verre pour toutes sortes d'occasions, le vin, et le cabinet dans la salle de bain est plein de médicaments. Aussitôt que l'enfant est malade, la moindre petite affaire, une pilule pour ci, une pilule pour ça, puis les parents prennent des pilules, toutes sortes d'affaires, puis on ne voudrait pas que nos enfants soient des drogués. On voudrait qu'ils soient riches. On passe leur temps à leur parler combien est-ce que tout coûte cher et comment est-ce qu'on n'a pas d'argent. On a dit, je ne suis pas une banque. Hein? L'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Hein? Combien de choses qu'on leur dit pour montrer que faites pas d'idée, là, l'argent, là, c'est pas facile d'avoir de l'argent. Donc, comment on veut qu'ils vieillissent dans l'idée qu'ils vont en avoir de l'argent plus tard? Et bien souvent, beaucoup de parents donnent toutes sortes de choses à leurs enfants parce qu'eux autres n'ont pas eu beaucoup quand ils étaient plus jeunes. On leur donne tout sans qu'ils apprennent la valeur de l'argent, comment aller chercher des choses par eux-mêmes, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire pour se payer des choses. Alors ça, c'est un autre extrême aussi. Alors, comme vous voyez, beaucoup d'enfants n'ont pas vraiment le goût de devenir des adultes, puis de vouloir... ils ne croient plus beaucoup au bonheur pour plus tard, parce qu'avec les modèles qu'ils ont dans le moment, ça fait un petit peu pitié, hein? Parce que ce qu'on a fait à date dans les relations parents-enfants, c'est que les parents ont toujours accentué les défauts plutôt que d'accentuer les qualités. On devient ce qu'on pense. Alors, c'est tellement important d'habituer les enfants à se penser beaux, riches, toutes ces choses-là. Mais non, on ne les a pas habitués parce que nous autres, on ne le fait même pas pour soi. Et vous savez que le manque de se sentir aimé est la plus grande cause de suicide dans le moment chez les adolescents. Il y a un nombre qui grandit sans cesse de suicides chez les adolescents et il y a eu des enquêtes de fait et c'est ça qu'ils disent les jeunes. Ce sont souvent des jeunes hommes, des garçons, des filles qui ont tout ce qu'ils veulent, ils ont des parents qui leur donnent tout en abondance et ils se suicident pareil. C'est parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Les parents vont peut-être les aimer comme ils peuvent, mais ils ne se sentent pas aimés. Je vais pouvoir marcher. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les enfants deviennent des adultes. On est maintenant des adultes, la plupart ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a appris. Puis nos parents ont fait la même chose parce qu'ils ont appris ça de leurs parents. Alors, tout ce qu'on n'a pas accepté de nos parents, on n'a pas accepté qu'ils soient autoritaires ou qu'ils soient indifférents ou qu'ils soient, bon, quoi que ce soit, on pourrait en nommer là, beaucoup. On est devenu exactement pareil. Et c'est ce qu'on veut tenter de transformer. On n'est pas obligé de continuer avec la même personnalité que nos parents. Il y a des moyens où est-ce qu'on peut, nous autres, faire la transition. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la raison pour laquelle on a des parents, on doit aller chercher deux choses différentes chez la mère et le père. Chez la mère, on va chercher l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour que tu fasses n'importe quoi, que tu sois n'importe quoi, je t'aime pareil. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. C'est le genre d'amour que la mère doit donner à son enfant. Quand l'enfant est tout petit bébé, là, ça va bien. La mère, elle va s'occuper de son enfant sans jamais se poser de questions, puis elle va vraiment tout y donner. Le père a moins de patience en général pour se lever la nuit, puis changer la couche, puis faire des choses un petit peu moins agréables, là. C'est la mère qui est plutôt portée à faire ça. Ça fait partie de l'amour que la mère donne à son enfant. Et chez le père,
L'enfant va chercher l'amour conditionnel, c'est-à-dire un amour qui dit, bien, quand tu réussis bien, là, puis que tu fais des belles choses, tu performes bien, je t'aime plus. Ça donne le goût à l'enfant de faire des choses et de s'améliorer dans la vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à date, les pères qui voulaient que les enfants performent le font avec autorité ou rigidité. Puis l'enfant, c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin d'un père qui va le guider, qui va le conseiller, mais qui va tout de même être tolérant, puis qui va lui dire, écoute, quand même tu as fait des erreurs ou tu t'es trompé, c'est pas grave, regardons ensemble ce que tu as appris avec ça. Alors ça, c'est l'amour idéal d'un père. Un père qui est là pour guider, conseiller, mais qui a des attentes. Il s'attend que son enfant va bien réussir à l'école, puis il va faire des choses dans sa vie. Puis par contre, de sa mère, il va qu'il fasse n'importe quoi, qu'il soit n'importe quoi, sa mère va toujours l'aimer. Ça, ce serait l'amour idéal du père et de la mère. Alors d'avoir un amour inconditionnel comme la mère, ça sécurise. Un enfant qui reçoit cet amour-là, ça devient un adulte très sécure. Un adulte qui n'aura jamais peur, qui va toujours être sécure, qui va faire quoi que ce soit, il va savoir qu'il va toujours s'en sortir. Et puis le fait d'avoir eu un père comme ça va toujours donner le goût à cet adulte-là plus tard de s'améliorer puis d'aller faire des choses dans sa vie. Et l'idée, notre père et notre mère, on en a besoin quand on est plus jeune pour nous guider là-dedans jusqu'au jour où on a cette conscience-là en nous. On a notre conscience de père et de mère en dedans de nous autres. Et après ça, on est capable de le faire tout seul. On a notre mère en nous qui nous aime d'une façon inconditionnelle, puis on a notre père en nous autres qui nous fait vouloir faire des choses. Et à date, ce qui est arrivé, la plupart des mères avaient des attentes, n'aimaient pas d'une façon inconditionnelle. En tout cas, moi, j'en ai vu très, très peu. Alors, les mères aimaient la façon d'un homme, parce que c'est le côté homme, le principe masculin qui aime de cette façon-là. Et les enfants ont eu l'impression d'avoir de l'amour conditionnel du père et de la mère. C'est ce qui fait que les enfants deviennent des adultes, puis on continue à connaître seulement cet amour-là, l'amour conditionnel qui dit « quand je fais des belles affaires ou des bonnes affaires, on m'aime ». Et c'est aussi ce qui explique qu'il y a tant de perfectionnisme maintenant. Les gens ont tellement peur de se tromper, on devient des perfectionnistes, on voudrait que tout soit parfait, parce qu'on pense que les gens nous décident de notre valeur par notre performance. On a beaucoup de difficultés à accepter que les gens nous aiment juste pour soi, juste pour ce que je suis. On pense toujours que les gens vont nous aimer si on fait de l'argent, si on a des bonnes notes, si on réussit bien à notre travail, tu sais, si on a une belle maison, si on a une position, un titre. On veut toujours performer pour avoir de l'amour. Ça, c'est bien, bien, bien stressant. Alors, à date, c'est ce qui a débalancé beaucoup le monde. Pourquoi on a tant de problèmes dans notre santé, dans nos relations, que ce soit avec n'importe qui, hein, pas juste parents et enfants, ça affecte toutes nos relations intimes, nos relations au travail, quand il manque un équilibre comme ça. Il y a aussi quand l'enfant a été trop dominé par sa mère. Admettons qu'on a une mère qui est très dominatrice, c'est elle qui décide tout pour l'enfant. Ou ça peut être le contraire, la mère qui fait tout pour l'enfant, qui est surprotectrice, puis qui passe tous les passe-droits, qui fait tous les passe-droits que l'enfant veut. Puis un père qui est plutôt en arrière, qui n'est pas là vraiment pour l'éducation des enfants. Tu sais, c'est un père plutôt qui va suivre, là, qui semble plus indifférent, qui est là, mais il n'est pas vraiment là. Il rapporte de l'argent au foyer, puis c'est tout. Quand on est élevé dans un contexte comme ça fait un enfant qui devient dépendant de la mère. Alors, quand on devient adulte, on est des personnes qui cherchons notre mère partout. On cherche une mère chez les hommes et les femmes, chez les patrons. On cherche une mère partout, c'est-à-dire on cherche quelqu'un qui va s'occuper de nous autres, qui va nous dire quoi faire, quand le faire. Et si c'est le contraire, si on est élevé dans un contexte où est-ce que le père décidait, tu sais, des fois, la mère, elle va dire « Laisse faire, quand ton père va arriver, je vais lui dire ce que tu as fait, puis tu vas y goûter. » Vous savez, dans un contexte, là, que c'est le père qui semble dominer, puis c'est lui qui décide, puis c'est lui qui punit, puis c'est lui qui a le dernier mot.
Alors, puis c'est la mère, elle se retire derrière l'homme pour, disons, dans l'éducation des enfants. On devient un adulte qui a besoin d'autorité, qui va toujours s'entourer de gens qui vont nous dire quoi faire, qui va avoir beaucoup, beaucoup d'attentes. On a beaucoup plus de difficultés à se faire aimer inconditionnellement si on a été élevé dans un contexte que c'est surtout le père qui dominait. Alors, ça fait encore une autre sorte d'imbalance. C'est pas harmonieux parce que ça n'a pas été balancé dans l'amour conditionnel et inconditionnel. Ce qui arrive aussi, si c'est chronique, chez du côté de la mère, la personne ou le garçon ou la fille qui dépend complètement de sa mère, qui cherche sa mère partout, c'est ce qui cause autant de dépression et d'alcoolisme, aussi la drogue. Ça, c'est très courant chez les jeunes qui deviennent addictés. Et plus tard, si on continue à avoir des dépendances, on a une dépendance soit sur le sucre, sur la nourriture, la drogue, l'alcool. Ce sont des personnes qui cherchent leur mère encore parce qu'ils ont été élevés comme ça avec quelqu'un qui décidait toujours pour eux autres. Et les personnes qui sont plutôt du côté du père, c'était le père qui dominait beaucoup chez eux. Là, je parle des extrêmes, là, ceux qui s'étaient beaucoup plus prononcés. Ça va être la cause des gens qui font des psychoses, des névroses, de l'hystérie. Puis ça aussi, vous savez comme moi qu'il y en a beaucoup. Hein? Là, ça vous donne une idée un peu de ce qu'on a besoin en tant qu'enfant, ce que vous autres avez eu besoin en tant qu'enfant, et qui a une si grande influence quand on est adulte. Et malheureusement, la plupart de nous autres, on n'a pas eu ça, personne. Puis moi, je sais même, en tant que mère, quand les enfants étaient plus jeunes, j'ai fait exactement comme ma mère. Je décidais pour tout le monde parce que c'est ce que j'avais appris jusqu'au jour où je me suis aperçue que ça coûte trop cher d'être comme ça. Ça nous fait vivre des tas d'émotions, puis surtout avec les enfants d'aujourd'hui qui sont tellement plus évolués, sont plus éveillés. Ils connaissent les grandes lois de l'amour, ils connaissent les grandes lois du bonheur, du respect. Puis, OK, ils ont l'air tout jeunes, ils ont besoin d'être guidés puis conseillés, mais je vous assure qu'ils sont capables de comprendre beaucoup plus vite que nous autres quand on était plus jeunes. Et alors, aujourd'hui, avec l'ère qu'on a dit, la spiritualité, le vent de l'amour qui est un peu partout sur la Terre, il est grand temps qu'on change ça, qu'on fasse devenir ça différemment. Et les enfants, ce qu'on doit faire en tant qu'adultes ou enfants, c'est de réaliser une fois pour toutes que nos parents ont fait au meilleur de leur connaissance. Ils nous ont fait avec nous autres qu'est-ce que leurs parents leur avaient enseigné. On doit le plus vite possible, c'est très, très urgent. Arrêtez de les juger, de les condamner, de les critiquer. C'est bien, bien important cette semaine, là, ce soir, si vous pouvez, en arrivant chez vous, de peut-être tout écrire les choses qui vous ont dérangé chez vos parents et puis d'arrêter de les critiquer là-dessus parce que vous savez, la chose ou l'attitude ou la personne qu'on critique, vous venez de vous assurer de devenir pareil. Plus on critique, plus on devient ce qu'on critique. Alors ça n'est pas facile à prendre parce que bien souvent, on voudrait pas admettre qu'on est pareil comme notre père ou notre mère. Mais vous pouvez pas vous en sauver. C'est une loi. C'est une des lois, ça, de l'amour. Et c'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. Si vous regardez à fond, là, en profondeur, vous allez voir que s'il y a une certaine attitude que vous avez critiquée depuis longtemps, vous êtes comme ça. Si vous dites non, je ne suis pas comme ça, demandez, vérifiez avec les gens autour qui vous connaissent autour de vous autres. Vous allez voir, ils vont peut-être vous dire des choses qui vont vous surprendre. J'ai quelque chose que je voulais vous dire, là, je regarde là. Une autre chose qu'on doit faire aussi, c'est d'apprendre pour renverser, là, ce que je viens de mentionner, c'est imbalancé ce qu'on a appris. Alors, c'est à nous autres à le faire. Tant que vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse pour vous autres, malheureusement, on va attendre longtemps parce que la seule personne qui peut faire une transformation dans votre vie, c'est la personne assise dans votre chaise. Il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire. C'est encore un des gros problèmes dans la société.
On dit toujours oui, mais si lui était différent, me semble que ma vie serait plus agréable. Puis si j'avais pas eu une mère comme ça, si j'avais pas eu un père comme ça. Tant que vous allez penser que c'est la faute des autres, ça va continuer d'arriver. Alors, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas faire quelque chose? Regardez-vous là-dedans et apprenez à développer la mère et le père en vous autres. Peut-être que le père et la mère que vous avez eus ne vous ont pas donné l'exemple idéal. Vous n'avez pas eu les parents qui représentent l'idéal. C'est pas grave, vous pouvez, vous autres, faire votre cheminement, vous autres mêmes. Alors, comment on développe la mère en nous autres? C'est en apprenant à s'aimer inconditionnellement. On s'aime d'une façon inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il nous arrive quoi que ce soit, qu'on soit gros, petit, moins beau peut-être que d'autres dans la famille, moins d'éducation. Peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles à accepter de vous autres mêmes. Et en apprenant à l'accepter, en disant, bien, je suis comme ça et j'ai des belles qualités, regardez vos qualités, puis apprenez à vous aimer. C'est comme ça que vous allez développer la mère en vous autres. Et le côté père, c'est en apprenant à vous, à accepter aussi vos erreurs ou les expériences que vous faites. Ça arrive à tout le monde de faire quelque chose, puis après qu'on l'a fait, on dit, je me suis trompée ou c'est pas ça que je voulais faire. Puis surtout quand c'est des choses assez importantes qui coûtent cher, comme des gens s'achètent une maison ou un commerce ou des choses qui coûtent cher en argent ou en temps. Ils prennent des fois une mauvaise décision dans leur vie qui s'aperçoivent, bon, si ça avait été, ils auraient pu faire ça différemment. Au moment où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment, dites-vous bien que c'est une expérience. Il n'y en a pas d'erreur. Le mot erreur n'aurait jamais dû être inventé. Hein, ça aurait été merveilleux si on n'avait jamais entendu parler du mot erreur, ou se tromper. Puis, ignorez-le, ce mot-là. Faites semblant que vous ne l'avez jamais entendu. Chaque chose que vous faites, c'est une expérience. Vous apprenez toujours quelque chose avec n'importe quoi. Et c'est de cette façon-là que vous allez développer la spiritualité en vous, c'est-à-dire vous allez développer une personne beaucoup plus harmonieuse, plus en harmonie du côté physique, mental, émotionnel, en développant le père et la mère en vous autres, plutôt que de tout le temps se plaindre puis se dire, ben c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents, ben je suis comme ça, je suis née de même, ou bien c'est ce qu'on m'a enseigné, alors je suis pris avec ça. Non, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez facilement renverser ça. Et ensuite, avec les années, vous allez voir que tout va changer. C'est merveilleux les choses qui s'en viennent. Puis surtout avec les jeunes enfants, je vois qu'il y a plusieurs jeunes enfants ici. Ceux qui ont des jeunes enfants, une autre chose que je vous conseille de faire, c'est souvent leur demander, si toi, tu étais la maman ou si toi, tu étais le papa, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Peut-être des fois, ils vont vous répondre en riant ou en disant quelque chose. Ils vont peut-être faire des petits tests pour voir s'ils peuvent aller plus loin qu'ils voudraient, qui serait possible. Mais vous allez savoir quand ils vont être sérieux. Puis graduellement, vous allez devenir complice avec eux autres dans leur façon de les élever, de les guider, de les conseiller. Et puis, ça va être des choses merveilleuses, vous ne croirez pas. Vous allez voir, surtout ceux qui ont des problèmes avec les enfants, la minute que vous allez lâcher prise, puis que les enfants vont sentir que vous êtes là avec eux autres pour faire un bout de chemin ensemble. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Les gens, il y a 5 milliards d'habitants sur la Terre et c'est 5 milliards d'âmes différentes que ça fait des vies et des vies et des vies qui reviennent sur la Terre parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Alors, ils ne nous appartiennent pas, c'est juste qu'on choisit d'un certain contexte dans chaque vie et c'est la seule différence. Alors, dans une certaine vie, c'est nous autres les parents, c'est eux autres les enfants. Et on a à apprendre des choses ensemble. Et non se dominer. Quelle sorte de vie que c'est ça, juste de la domination? Personne n'aime ça. Le père ou la mère aussi, combien de fois j'ai vu des mères ou des pères, après avoir battu leurs enfants ou leur avoir donné une bonne raclée, qui allaient se cacher puis se mettaient à pleurer, tu sais. Ils perdaient le contrôle avec les enfants, mais eux autres aussi avaient autant de peine puis ils souffraient autant que l'enfant souffrait de son bord parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Personne n'est bien là-dedans. Puis plus l'enfant est difficile, plus il a besoin d'espace.
plus il a besoin qu'on lui demande qu'est-ce qui le rendrait heureux, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Prenez en considération ce qu'eux autres veulent faire. De toute façon, qu'ils décident quoi que ce soit, c'est eux autres qui vont avoir à payer le prix de leur décision. C'est pas nous autres, les parents. Si les enfants ne veulent pas faire des études, ben, un jour, s'ils ont besoin d'un diplôme, ils iront se chercher leur diplôme. Alors, ce n'est pas les parents qui payent. Souvent, les parents voudraient que tout soit fait à leur goût, mais c'est juste de l'entêtement. Et pendant ce temps-là, tout le monde souffre. C'est beaucoup, beaucoup plus facile dès l'instant où on accepte que c'est une âme, c'est un personnage complètement à part. Ça ne nous appartient pas. C'est ce sens de possession-là qui est si difficile à défaire. Et c'est ce qu'on doit se défaire dans le moment avec ce qui se passe sur la Terre. On dit qu'on est dans le moment fini l'ère du poisson, qui est l'ère de la matérialité, et on s'en va vers l'ère de la spiritualité. Et on doit se défaire de la possession. Et ça, c'est la plus grande possession qu'on doit se défaire pour s'en aller dans le monde spirituel. La possession d'une autre personne. C'est encore plus difficile à se défaire que la possession matérielle. Hein. Et que ce soit entre conjoints, il n'y a jamais un conjoint qui vous appartient autant qu'il n'y a pas un enfant qui nous appartient. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont assis et qui disent, ben oui, mais les enfants, tout de même, il faut leur dire quoi faire, quand le faire. Oui, on est là pour les guider, puis leur conseiller, mais on n'est pas là pour prendre des décisions pour eux autres. Qu'ils fassent quoi que ce soit suite à votre conseil, ça va devenir leur responsabilité. C'est eux autres qui vont avoir à payer les conséquences, à subir les conséquences. Et puis pour les enfants qui sont complètement rejetés, je sais qu'il y en a plusieurs. On a beaucoup, dans tous les cours, on a extrêmement de personnes qui ont vécu du rejet, qui ont été abandonnées, qui ont été, on les a donnés en adoption, ou le père est disparu de la circulation, l'enfant avait 2 ans, n'avait jamais revu son père, là, il s'est senti vraiment abandonné, ou d'autres se sont sentis abandonnés par leur mère. Souvenez-vous toujours que chaque personne qui fasse, qu'est-ce qu'ils aient fait, quoi que ce soit dans leur vie, vos parents, ils l'ont fait au meilleur de leur connaissance. La mère qui donne son enfant à la naissance, pour moi, c'est le plus grand acte d'amour qu'une femme puisse faire. Elle aime tellement son enfant qu'elle se dit, dans le moment, moi, je suis dans un tunnel noir. C'est une personne qui est peut-être désespérée d'avoir un enfant et qu'elle ne se voit pas être capable de s'occuper de cet enfant-là. Et elle pense sincèrement que n'importe qui d'autre va mieux faire l'affaire de l'enfant qu'elle-même. Alors, c'est un grand, grand sacrifice que de donner son enfant. Et c'est un grand acte d'amour, même si ça a l'air le contraire là, au moment où ça arrive. Et l'enfant, c'est sûr que le petit bébé qui a peut-être quelques semaines, qui se sent abandonné comme ça par ses parents, c'est quelque chose de très, très difficile à passer. Mais ça fait partie de toutes sortes de choses qu'on a à vivre. On a tous à vivre des choses dans notre vie, là, sur la Terre, pour justement apprendre l'amour. Ce sont toutes des occasions qui nous sont données. Et ceux qui ont eu du rejet, c'est une occasion plus difficile. Je sais que c'est pas facile d'avoir vécu un abandon quand on est jeune, mais vous avez l'occasion d'ouvrir votre cœur davantage en passant à travers ça et en voyant que c'était par amour, c'était peut-être pas votre façon, vous autres, d'être aimés à ce moment-là, mais c'était la seule façon que la personne croyait possible de le faire. Que ce soit vos parents se soient laissés séparer, parce que dans le moment, il y a beaucoup, beaucoup de séparations. S'ils se sont séparés, il n'y avait rien à faire avec vous autres. C'est la relation entre les deux, entre le père et la mère qui allait pas. C'était pas à cause des enfants, mais souvent, les enfants prennent ça personnel. Ils pensent que leur père ou leur mère les aime pas parce qu'ils se sont séparés. Alors, il y a toujours moyen de voir l'amour dans toutes les situations. Et c'est ça, quand on parle de spiritualité, c'est de voir l'amour derrière ou dans une situation. Alors, je vais vous laisser avec vos questions. Vous allez pouvoir penser. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu des choses, qui voudraient savoir comment s'en sortir ou que ce soit n'importe quel sujet, là, vos questions. Ça m'a fait plaisir de répondre. Et on va prendre une pause et on va revenir avec les questions et les réponses. Oui. Bon. Est-ce que les gens ont bien tous repris leur place?
C'est qui est pas là? On vient de me dire que tout ça, c'est enregistré, ça va être beau à entendre. Hein? OK, on entame maintenant une période de questions qui va durer environ 1 heure. On a étiré un peu le temps de cette période, étant donné qu'il y avait beaucoup de questions. Vous m'avez bien écouté tout à l'heure. Alors, on va tout de suite enchaîner pour en passer le plus possible. Alors, là, je commence comme on dit, au pif. Alors, Lise, la première question. Comment réapprendre à un enfant à se coucher dans la chambre sans le bousculer? À se coucher? Dans sa chambre sans le bousculer. Il n'y a pas l'âge de l'enfant? Non, il n'y a pas d'âge. C'est un enfant. Bon, je vois en arrière un chiffre 4. Un enfant de 4 ans. L'enfant de 4 ans qui veut coucher avec ses parents, c'est parce qu'il est en plein complexe d'Édipe. Et si le petit garçon, il veut coucher à côté de maman, puis si la petite fille veut coucher à côté de papa. Et ça ne doit pas être encouragé. Expliquez-le à l'enfant que dans le moment, c'est l'enfant, à cet âge-là, est en train de découvrir sa sexualité et c'est parfaitement normal que le petit garçon tombe en amour avec sa mère ou le petit garçon, la petite fille avec son père. Et il y a une grosse attirance physique vers le parent du sexe opposé. Et on doit expliquer aux enfants que ça leur arrive, ça, quand ils sont jeunes. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Édipe. Et que même si la petite fille veut absolument coucher à côté de son père, elle va se trouver toutes sortes d'excuses. Hein? Elle dort pas, mal aux dents, mal aux jambes, il faut qu'elle aille aux toilettes, elle voit des cauchemars, elle voit des monstres. Ils vont trouver toutes les excuses possibles à coucher avec vous autres. Puis ils vont essayer de vous coucher entre vous deux aussi. Hein? Et puis, on doit leur dire que non, l'enfant a sa chambre et les parents ont leur chambre et puis que c'est comme ça. Vous devez être ferme et puis vous n'avez pas besoin de justifier ou d'expliquer, juste lui dire qu'est-ce qui lui arrive à l'enfant, mais que c'est comme ça. L'enfant doit coucher dans sa chambre. Comment agir avec un enfant envahissant qui, même à l'âge de 4 ans et demi, se réveille de très bonne heure, environ 4h30 le matin, et se réveille aussi durant le reste de la nuit à des intervalles irréguliers? C'est un enfant très débrouillard et très intelligent, même plus avancé que son âge. Il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont très psychiques. Et les enfants, la nuit, sont encore plus psychiques. Ils voient toutes sortes de choses, voient des entités, entendent des bruits, des sons, et ils ont peur. Alors, expliquez-leur que ce sont des choses qui sont très courantes, très normales maintenant. Et cet enfant-là viennent qu'ils veulent quasiment plus dormir, ils veulent plus se coucher la nuit, ou puis ils dorment pas beaucoup, même ils font des crises des fois la nuit. Alors, mettez une petite veilleuse, de la lumière, une chandelle de préférence. S'il y avait une chandelle toujours allumée dans leur chambre, ça, c'est encore mieux pour ces enfants-là. Et expliquez-leur que c'est probablement parce qu'ils sont très psychiques, puis ils sentent comme des présences. Puis là, si tu vois ou si tu entends quelqu'un, fais-toi-en pas, ça fait partie ça, de la vie. C'est malheureux, on nous a pas enseigné ces choses-là, mais ce sont des choses qui existent. Dans le moment, ici, dans la salle, on n'est pas seul. Il y a beaucoup d'autres présences ici. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de corps. Ils sont venus écouter la conférence, les autres, gratuitement. Et puis, vous avez vos guides qui sont là à côté de vous autres. C'est rempli de présence. On dit qu'il y a 5 milliards de gens sur la Terre. Il y en a 40 milliards de désincarnés qui n'ont pas de corps. Alors, inquiétez-vous pas, on n'est jamais seul. Et puis, alors, ça, les enfants d'aujourd'hui, on doit leur parler de ces choses-là comme si c'était chose courante, puisque de toute façon, si vous leur en parlez pas, ils n'entendent parler à la télévision, dans les bandes dessinées, dans toutes ces choses-là qui parlent de choses bien avancées aussi. Et l'enfant va se sentir beaucoup plus rassuré. Puis dites-leur que s'ils sentent une présence, de lui parler, de lui dire, qu'est-ce que tu veux? Puis juste de ne pas avoir peur, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de personne. Il n'y a pas personne au monde qui veut nous faire peur. Tu parles de peur et la prochaine question est là-dessus. Quoi faire ou quoi dire à un enfant qui a peur? Oui. Alors, si l'enfant a peur la nuit, c'est ce que je viens de dire.
s'il a peur le jour de toutes sortes de choses, bien, c'est qui lui a enseigné la peur? Tu sais? Alors, regardez-vous, vous autres, dans vos peurs, de quoi vous parlez à la maison, quelle sorte d'émissions de télévision qui se jouent à la maison? C'est-tu des émissions de télévision remplies de peur, la radio, les journaux, tu sais? Alors, quand on veut pas de peur, on s'arrange pour pas qu'il y en ait autour de nous autres. On fait le contraire. Que répondre à un enfant qui demande la signification du mot Amen à la fin du Notre Père? Bon, j'aimerais savoir l'âge de cet enfant-là. Amen veut dire ainsi soit-il, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. C'est tout simplement une offrande. C'est comme ça. C'est intéressant de voir un enfant qui veut tout savoir au sujet du Notre Père, parce que le Notre Père, c'est la plus belle prière qu'on a jamais eue ici. C'est la seule prière que Jésus nous a donnée. Et c'est une prière qui a beaucoup, beaucoup de radiation dans cette prière-là, qui a beaucoup de pouvoir de guérison aussi. Alors, la signification, c'est ça. Que penser et que faire d'un enfant qui est violent? Exemple, si tu le tapes pour une raison, il fait la même chose et plus fort. Si tu l'envoies réfléchir, il frappe dans sa chambre ou jette tout ce qu'il peut par terre. L'enfant a 2 ans et demi. Alors, si j'ai compris, aussitôt que le parent Le tape, l'enfant tape à nouveau et plus fort. Et s'il l'envoie dans sa chambre, il jette tout par terre. OK, bon, c'est un enfant qui est complètement en réaction. Hein? Alors, si l'enfant il a 2 ans et demi puis déjà en si forte réaction, c'est qu'il doit se sentir étouffé. C'est un enfant qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'espace, de vérifier avec l'enfant qu'est-ce qui le rendrait heureux, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Même que ce soit à l'heure qu'on le couche, lui demander qu'est-ce qu'il veut manger, à quelle heure il veut manger, à quelle heure il veut jouer. S'il veut jouer, lui donner de l'espace pour qu'il sente qu'on s'occupe de lui en tant qu'être humain. Parce que je suis sûre que les enfants d'aujourd'hui, ceux qui ont des petits jeunes enfants et qui ne font pas ça, là, attendez-vous à avoir des grosses difficultés parce qu'ils ont beaucoup de caractère, les enfants d'aujourd'hui. Puis ils savent c'est quoi le vrai amour, c'est-à-dire l'amour qu'on les respecte dans leur vouloir, leurs décisions. Puis s'ils vous disent des choses que pour vous autres, ça n'a pas d'allure, bien OK, pour vous autres, ça n'a pas d'allure, mais pour lui, ça a de l'allure. Puis juste lui dire, écoute, là, tu me demandes de te coucher à 1 heure du matin, puis pour moi, ça n'a pas de bon sens, un enfant de 2 ans et demi, et il ne peut pas se coucher à cette heure-là. Je vais le faire, parce que c'est ça, tu demandes, tu me dis que ça va te rendre heureux, mais je veux juste te dire que moi, je ne suis pas d'accord. Mais je le fais parce que je t'aime. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vous n'êtes pas obligé de le comprendre, mais allez avec l'enfant, puis allez voir jusqu'où vous pouvez aller avec cet enfant-là, puis secondez-le. Vous savez autant que moi qu'après quelques soirs de se coucher à 1 heure du matin, admettons que ce serait ça qu'il voudrait, l'enfant va tomber un peu partout, va être assez fatigué, va vouloir aller se coucher. Il s'agit juste qu'on leur donne qu'est-ce qu'ils veulent, puis que là, par eux-mêmes, ils vont trouver leur juste milieu. Au début, là, quand on leur donne des permissions, ils vont à l'autre extrême. Hein, là, ils disent, ah ben, je vais aller vérifier si c'est vrai que ma mère a décidé de m'aimer. Alors, ça se peut qu'ils aillent à l'autre extrême. C'est pas grave. À un moment donné, là, il va avoir fait ces 2 extrêmes, il va trouver son milieu. Que fait-on avec un enfant qui bouge beaucoup, qui est hyperactif? Il est épuisant à suivre et dur à suivre aussi. Oui, ça, c'est encore une autre grande caractéristique des enfants d'aujourd'hui. Hyperactifs, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est des êtres tellement évolués. Ils ont à faire beaucoup. Alors, on doit les aider beaucoup dans leur créativité. Leur acheter des jouets ou leur faire des choses où est-ce qu'ils utilisent leur créativité, tu sais, faire, défaire ou bâtir des choses. Ce sont des enfants aussi qui devraient manger le moins possible de sucre, parce que le sucre, ça les fait devenir encore plus actifs. Tout ce qui s'appelle sucre ou colorant ou bonbons, biscuits, les faire surtout manger des fruits, là, du sucre plus naturel, et leur donner beaucoup d'espace. Encore, ce sont des enfants qui ont besoin ils ont beaucoup, beaucoup de choses à faire, ils sont pressés de faire des choses dans leur vie. Et puis, c'est sûr que c'est pas toujours facile pour les parents. Là, c'est essoufflant, comme elle dit, c'est épuisant. Mais vous avez quelque chose à apprendre avec cet enfant-là. Puis si vous y allez avec l'enfant, plutôt que d'essayer d'aller contre le courant, ça va être beaucoup plus facile pour les deux. Il est là, il est comme ça. On est aussi bien de faire ce qu'on peut ensemble. Hein? La situation, un enfant de 3 ans ne veut pas dormir ou ranger sa chambre. Ce que la mère
amour inconditionnel devrait faire, point d'interrogation, et ce que le père amour conditionnel devrait faire, point d'interrogation. Ouais. 3 ans, elle ne veut pas ranger sa chambre. Ah, quel gros problème! Le fameux ménage dans la chambre. Alors, les parents de cet enfant-là, dites-moi, quelle différence ça fait dans votre vie si tout traîne dans la chambre de votre enfant? Hein? Ça fait aucune différence. Ça, vous allez continuer de penser comme vous voulez, de vous habiller comme vous voulez, de travailler où vous voulez. Vous pouvez avoir une belle chambre bien rangée. Vous autres, c'est pas grave, la chambre pas rangée. C'est un peu comme mon fils, quand je lui ai donné la permission, je dis OK, c'est ta chambre, fais ce que tu veux avec. Maintenant, j'ai décidé là, que c'est vrai, ça me regarde pas ta chambre. Il y avait tellement de choses sur son lit, il trouvait plus son lit. Il se couchait par terre. Alors, dans le fond, ça ne changeait rien dans ma vie. S'il était venu défaire ma chambre, là, il aurait fallu que je prenne mon espace. Alors, vous dites, écoute, c'est ta chambre, puis c'est comme ça. Si tu ne veux pas faire le ménage dans ta chambre, ben reste de même, tu t'organiseras. Et puis, à un moment donné, ben ils ont plus de linge propre, tu sais, parce qu'on trouve plus de linge propre avec le linge sale. Mais par eux-mêmes, ça les dérange. Puis, par eux-mêmes, ils finissent par dire, franchement, je pense que je vais faire un peu de ménage. Alors, pour la mère, c'est ça, de lui dire, écoute, moi, là, que tu fasses ta chambre ou non, dans le fond, c'est pas ça qui va faire une différence dans ma vie. Je suis pas d'accord. Je dois dire que c'est pas facile. Quand je rentre dans ta chambre et je vois là, c'était mon garçon dans le temps. Hein? Puis là, il fallait que je parle, il fallait que j'y voie. Et puis, quand il était bon, il avait un bon bulletin, ou bien il réussissait bien dans l'espace, il disait Hey, ça, c'est mon gars! Puis là, une bonne tape dans le dos. Hein, on voyait que le père, là, quand l'enfant avait fait quelque chose de bien, là, ça, là, c'était son garçon. Tu sais. Alors, les enfants le sentent, c'est juste par des paroles qu'ils se disent. Et puis, alors, ils savent que s'ils veulent faire plaisir au père, puis ça serait important que le père lui dise hein, à l'enfant, lui dise Ah, là, c'est à mon goût, là, regarde, c'est beau ta chambre. Puis de regarder chaque fois que vous pouvez y faire un compliment. Parce que souvent, on est porté à parler aux enfants quand ils font des choses qui ne font pas notre affaire. Puis quand ils ont bien fait ça, ben, on le remarque, on le voit, mais on ne pense pas de leur dire. Si vous accentuez les bonnes choses, vous leur portez de l'attention juste sur des bonnes choses, à un moment donné, ça va être ça qui va dominer dans leur vie. Ils savent qu'ils vont avoir de l'attention quand ils font des choses de telle ou telle façon. Quelle attitude peut-on avoir avec un garçon de 7 ans qui dit occasionnellement qu'il est une fille, qui se donne des noms de filles et qui se met des rubans dans les cheveux? Alors ça, c'est certainement un père ou une mère qui ont peur que le garçon devienne homosexuel. C'est souvent des parents ont cette crainte-là. Je l'entends souvent dire, moi, mon fils, qu'il ne fasse pas de faire autant qu'il ne soit pas homosexuel. Et puis, ça serait malheureux. Hein? Ce serait bien, bien important de le faire parler, le petit garçon, puis lui demander comment est-ce qu'il vit ça quand il se voit petite fille. Est-ce qu'il aimerait mieux être une petite fille? Puis regardez-vous aussi, est-ce que la mère désirait une fille quand elle portait ce garçon-là? Parce que si elle désirait beaucoup une fille, peut-être que lui se dit, si j'avais été fille, elle m'aurait aimé plus. Alors, dites-lui, faites-le parler, puis essayez de voir qu'est-ce qu'il vit. Ça se pourrait qu'ils aient des tendances homosexuelles, puis que c'est ça qui arrive un jour. Alors, expliquez-lui c'est quoi l'homosexualité, puis expliquez-lui que c'est ça qui arrive un jour, bien, ça sera ça, puis c'est pas grave, vous l'aimez pareil. C'est juste ça qu'un enfant veut entendre, d'être aimé. Hein? Parce que quand même que vous dites, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, vous le savez bien que votre fils, c'est pour être homosexuel, il va l'être pareil. Puis il est aussi bien de l'être avec harmonie, puis en acceptant ça, que de l'être en se cachant, puis en pensant que personne ne va l'aimer. Parce que les homosexuels vivent du rejet, énormément de rejet, de tout part du côté de leur famille, à l'école, la société, c'est très, très difficile pour eux autres. Justement, une question sur l'homosexualité. Qu'est-ce que tu penses d'un garçon qui arrive à l'âge de 6 ans et que le père refuse de lui donner de la tendresse de peur qu'il devienne homosexuel? Oui, alors c'est la même chose. Si les parents pensent ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans vous autres qu'il y a de l'homosexualité dans vous autres, parce que la plupart des gens ont tout un petit côté homosexuel. On a de la difficulté à accepter ça, mais c'est comme ça. Et puis, si vous avez une peur que vos enfants deviennent comme ça, il y a quelque chose dans votre vibration, dans votre énergie, alors ce serait bien important d'en parler ouvertement, parce que il va le sentir de toute façon, l'enfant.
Alors, dites-lui, je vais juste te dire que dans le moment, j'ai de la difficulté à t'embrasser parce que je me suis mis à penser que peut-être que ça te rendra homosexuel. Tu sais. Alors, si vous avez cette difficulté-là avec votre enfant, ben dites-lui et exprimez-lui. Euh, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas d'autre chose qui est mieux que d'être vrai puis de communiquer avec vos enfants. On pense toujours que c'est des petits bouts de même, ils comprennent rien puis ils vont rire de nous autres ou ils nous respecteront pas, ils vont avoir le dessus sur nous autres si on commence à leur parler comme à des adultes. Mais c'est le contraire qui se produit. Vous leur parlez comme de la façon que vous voulez qu'ils soient, quand même qu'ils ont 6 ans, 10 ans, 15 ans. Parlez avec eux autres, communiquez, puis dites-leur ce que vous vivez. Vous pouvez dire vos peurs, vous pouvez dire les émotions que vous vivez. Les enfants le comprennent, ils le sentent. Même s'ils ne comprennent pas avec leur tête, c'est pas grave. Ils ont tellement des grands cœurs, puis ils ont bien moins de fil d'araignée que nous autres. Ils vont embarquer là-dedans, puis vous allez voir, ils vont sentir ce que vous vivez. Puis là, vous allez commencer à communier ensemble. Là, vous allez être des personnes qui grandissent ensemble. Il y a tellement de possession dans ces peurs-là. Il paraît comme si l'enfant est homosexuel, ça dérangeait la vie des parents. C'est même pas des affaires des parents, c'est sa vie sexuelle à lui, cet enfant-là. C'est lui qui va être prêt avec le restant de ses jours. Quelle différence ça peut faire dans votre vie? C'est juste que hey, c'est mon enfant, puis je veux pas qu'il soit homosexuel. C'est de la possession totale, ça. Comme les parents qui veulent absolument que leurs enfants fassent des études pour avoir des diplômes à quelque part. C'est juste de la possession, c'est pour se satisfaire son désir à lui. Puis ça, c'est de l'égoïsme pur et simple, de vouloir que nos enfants fassent quelque chose parce que ça nous fait plaisir à nous autres. Ça, c'est la plus grande forme d'égoïsme qui existe. Comment expliquer qu'un enfant devienne un alcoolique ou un drogué, alors que les parents ne boivent pas, ne fument pas et que la mère n'est pas du type autoritaire? C'est définitivement un enfant qui ne se sent pas aimé. Alors encore, on en a parlé tout à l'heure, c'est la plus grande cause de l'alcool et la drogue chez les adolescents. On ne comprend pas qu'un enfant ne se sente pas aimé quand on a l'impression de s'être sacrifié pour eux autres, d'avoir économisé pour leur acheter tout ce qu'ils veulent, s'être veillé la nuit pour eux autres. Enfin, beaucoup de parents se privent de toutes sortes de choses pour leurs enfants. Puis ils n'en reviennent pas qu'après ça, un enfant devienne, comme on dit, tourne mal. Alors ça veut dire que c'est des parents qui n'avaient rien que des attentes. Puis quand on a des attentes, ça veut dire qu'on aime avec notre tête. Je te fais ça, je te donne ça, mais j'espère qu'en retour, tu vas être de telle façon. Alors, un enfant qui sent ça, il sent que c'est pas du vrai amour. C'est pas l'amour qui vient du cœur, ça. C'est juste, je te donne ça, mais je veux quelque chose en retour. Alors, je te le donne pour moi, je te donne pas pour toi. Alors, chaque fois que vous donnez pour ce que ça vous rapporte, c'est de l'égoïsme. Alors, moi, avec mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, je voulais qu'ils soient bien habillés. Je leur achetais des beaux vêtements propres, là, parce qu'il y avait toujours des jeans de la semaine. Fait que la fin de semaine, quand on allait chez grand-maman, quand on allait faire, je voulais que les enfants mettent leur beau linge. Bien, eux autres, ils voulaient pas mettre ce linge-là. Ils étaient pas bien là-dedans. Ils disaient, hey, j'ai dépensé, je sais pas combien, là. Je leur disais, hein, le chiffre, que tout l'argent que ça m'avait coûté, puis que je travaillais pour leur acheter du beau linge, puis il faut que vous le mettiez de temps en temps. Si vous le mettez pas quand on sort, quand est-ce que vous allez mettre votre beau linge? Mais ils disaient, oui, mon enfant voulait pas de ce linge-là, c'est toi qui l'as acheté. T'sais, alors, je comprenais pas dans le temps, mais c'était de l'égoïsme pur et simple. Je voulais qu'ils s'habillent pour moi, pour que tout le monde dise, hey, regarde ça, ces enfants sont bien habillés. Hein? Alors, je pense que c'est pas eux autres. C'était eux autres, c'est comment toi, tu es bien. J'ai dit, je vais y aller en jeans. Ben, mon Dieu, tu vas en jeans, vas-y en jeans. On est là, on se laisse déranger, on vit des émotions, on est de l'agressivité, du désappointement, de la colère, toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessaires pour une question comme ça qui est vraiment pas importante. Parce que regardez toujours si ça dérange votre espace à vous autres. Que votre enfant soit habillé, qu'il se coiffe comme il voudra, qu'il fasse les études qu'il voudra, ça ne change rien dans votre vie à vous autres. Ça change juste quelque chose sur notre orgueil, ou nos attentes qu'on avait. Ça ne va pas selon nos attentes. Alors ça, c'est pas ça l'amour spirituel pour les enfants. Je suis la mère d'un enfant de 2 ans, monoparental. Je trouve triste et agressant que son père, lui, dans son amour, il possède l'enfant. J'essaie de lui faire voir une autre manière de l'aimer, mais sans succès. Je n'ai que ma façon d'agir pour lui prouver
et c'est lui qui se sent agressé. Comment dire à quelqu'un comment aimer? Alors, encore une autre personne qui ne se mêle pas de ses affaires. Ah, que ça, on a donc de la misère avec ça. Alors, cette dame-là qui a écrit là, tout ce que vous pouvez faire, vous aussi, aimez-le, votre enfant, le mieux que vous pouvez, avec tout votre cœur. Puis de la façon que son père va l'aimer, l'enfant, ça ne regarde pas personne d'autre que le père et l'enfant. Et expliquez-le à l'enfant. Dites-lui, je ne suis pas d'accord avec ce que ton père fait avec toi, mais je sais que lui, là, c'est sa façon de t'aimer. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, puis vous critiquez le père, sa façon d'aimer, l'enfant, tout ce qu'il apprend, c'est la critique. Il n'apprend pas l'amour là-dedans. Alors, vous lui apprenez vraiment l'amour en disant, je sais que ton père, disons, il fait certaines choses avec toi, il dit pas, ou il fait pas la même chose que moi, mais je veux juste que tu saches que ton père, il fait tout son possible, puis il t'aime comme lui, il pense que c'est ça l'amour, c'est sa façon à lui de t'aimer. Et puis moi, je t'aime d'une autre façon, puis c'est comme ça. Alors, vous vivez ce que vous avez à vivre avec votre enfant, parce que cet enfant-là, il vous a choisi, vous, comme mère, pour connaître telle expérience, puis il a choisi ce père-là pour connaître une autre expérience. Parce que c'est vraiment nos premiers choix à venir au monde, c'est nos parents, parce que on a à apprendre à aimer avec eux autres, puis à dépasser certaines choses. Alors, vous voyez, vous pouvez être un bon exemple, vous pouvez vraiment l'enseigner à ce petit enfant-là de 2 ans, c'est quoi l'amour inconditionnel, en acceptant, sans être d'accord, la façon que le père aime, et puis vous allez voir, ça va vous sauver beaucoup, beaucoup d'émotions aussi. Une autre mère de famille monoparentale, elle dit, je trouve très difficile de travailler et de faire garder ma fille de 4 ans par une gardienne. Elle aussi est très triste. Serait-il bon de la garder à la maison et de lui donner plus de responsabilités avec son accord naturellement? Je travaille de nuit. C'est le matin qu'il faudrait qu'elle comprenne que je dois m'assoupir un peu. Est-elle trop jeune? Ben, il n'y a rien comme essayer, hein. Puis à 4 ans, déjà, là, on peut commencer à avoir vraiment des bonnes communications avec les enfants. Il n'y a rien comme essayer, juste lui dire exactement comme je viens de l'entendre sur le papier. J'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau pour voir si on va être mieux là-dedans, tous les deux. Mais ce que j'ai entendu, c'est une mère qui se sent très coupable, hein, qui se sent coupable de ne pas être là avec son enfant. Et avec la vie d'aujourd'hui, quand il y a 50% des ménages qui sont séparés et divorcés, les enfants vivent ça beaucoup, beaucoup plus facile que les parents, les séparations. Ça fait partie, ça, de ce qui se passe sur la Terre dans le moment, là, les séparations à cause de l'évolution. Et les enfants sont beaucoup plus prêts à accepter ça. Quand les enfants ont des difficultés, c'est parce que ce sont les parents qui ont la difficulté. Quand la mère se sent coupable, l'enfant utilise ça bien souvent comme moyen de manipulation. Tu es toujours parti. Je te vois jamais. Puis là, ben, pour avoir qu'est-ce qu'elle veut, la petite fille, tu sais. Puis ben, expliquez-lui à l'enfant, écoute, je suis pas plus heureuse que toi là-dedans, j'aimerais beaucoup plus être avec toi, mais dans le moment, je dois travailler pour gagner notre vie. Puis c'est comme ça. Tu dois t'accommoder de te faire garder ailleurs. Puis moi, je dois m'accommoder de te voir moins. Puis on va vivre ça présentement. Ça ne nous empêche pas de nous aimer. Puis quand vous êtes ensemble, bien, vivez-le à plein, les heures ou les minutes que vous avez ensemble, en la faisant parler, tu sais. De ne pas oublier de faire parler vos enfants. Allez voir en dedans qu'est-ce qu'ils vivent. Puis vous autres aussi, dites-leur ce que vous vivez. Puis si vous voulez l'essayer de rester à la maison avec elle, parce qu'elle peut facilement peut-être jouer toute l'avant-midi dans ces choses, puis pas vous déranger. Faites les deux, puis après ça, vous vous asseyez, puis vous discutez qu'est-ce qui a été le plus bénéfique pour les deux. Que faire avec un enfant qui a des difficultés d'apprentissage à l'école en première année? Nous, les parents, voudrions travailler davantage avec lui, le français, les mathématiques. Il faut lui imposer car il veut s'en tenir aux leçons et devoirs. Que faire? Encore, c'est bien important de ne pas forcer les enfants, c'est assez pour les revirer complètement de l'école. Juste lui expliquer qu'il passe à la fin de l'année ou qu'il double son année, que vous allez l'aimer pareil. Des fois, ce sont juste des tests que les enfants font avec leurs parents. Encore souvent, des parents ne tolèrent pas l'idée que leur enfant va doubler parce qu'ils auraient honte de ça. C'est ça, c'est de la possession. Parce que cet enfant-là va peut-être être beaucoup plus heureux s'il recommence sa première année une deuxième fois. Si c'est ça qui le rend heureux, tant mieux.
s'il est malheureux, ben, si ça le fait assez souffrir, il va s'arranger pour ne pas doubler les autres années. Alors, juste en lui expliquant, écoute, je vais te laisser faire tes devoirs et tes leçons. Par contre, je veux que tu saches que on est toujours là pour t'aider. On a le goût de t'aider davantage. Mais si tu veux pas, c'est pas plus grave que ça parce que c'est toi qui vas doubler. Moi, ça changera rien dans ma vie. C'est toi qui vas doubler deux fois. Tu vas être 2 fois dans la même classe. Puis, c'est à toi de décider si c'est ça que tu veux faire toute ta vie ou non. De toute façon, nous autres, on va te guider et on va t'aider le mieux qu'on peut. Tu sais, donnez-leur de l'espace. C'est ça, donner de l'espace aux enfants. Puis je vous assure que quand ils voient que c'est sa responsabilité, là, c'est sa responsabilité. C'est plus la responsabilité des parents. Et souvent, ça change. Ça change très vite leur attitude. Je saisis bien la théorie, mais je n'arrive pas à la mettre en pratique. Comment arriver à aimer un enfant inconditionnellement sans avoir des attentes face à lui ou pour lui? Oui, ouais, c'est bien dit ça. C'est pas facile, hein, parce qu'on a ça imprégné dans nous autres depuis qu'on est tout petit, qu'on nous a enseigné à aimer avec attente. Ça, je sais que tout le monde ici dans la salle, on a tous eu cette sorte d'amour-là. Alors, d'aimer inconditionnellement, là, c'est tout un apprentissage. Comment on apprend à faire quelque chose, c'est à force de le faire, puis de le refaire, puis de le refaire, et de le refaire. Alors, faites-le avec votre enfant. Dites-lui que vous avez le goût vous avez appris une théorie, vous pensez qu'elle est valable, vous avez le goût de le vivre, mais que vous avez de la difficulté. Alors moi, c'est ce que je conseille pour ceux qui prennent le cours. On a la définition de aimer avec le cœur puis aimer avec la tête, là, avec les attentes. Puis on le met sur le mur ou sur la porte du réfrigérateur dans la cuisine parce que les enfants vont toujours dans le réfrigérateur, ils ne peuvent pas manquer de le voir. Puis de dire aux enfants, quand je vais t'aimer là, dans ma tête avec des attentes, tu veux-tu me le dire, s'il vous plaît? Fais-moi le penser parce que je veux apprendre à aimer de la bonne façon. Puis c'est sûr que ça revient, hein, ce qu'on a appris là, avant de le désapprendre, ça va revenir. Mais communiquez avec votre enfant, puis allez avec lui. Soyez complice avec lui dans votre apprentissage là-dedans. Puis ça va être beaucoup plus facile. Puis admettez-le que des fois, c'est plus fort que nous autres. On a beaucoup de difficultés dans certains domaines, mais c'est comme ça. C'est pas fait encore. Comment guider un enfant qui est gaucher? Je sais vraiment pas quoi répondre à ça. Il est gaucher, il est gaucher. On le laisse être gaucher. Gauche. Qui est gauche. Nuance. OK. Il est gauche. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de détails? Il est jeune, il est adolescent? Bon, comment aider un enfant qui est gauche? Ben, c'est pas juste les enfants qui sont gauches, hein? Ça arrive à tout le monde. On a des journées, on a des périodes où est-ce qu'on est distrait, on s'accroche, on renverse, on fait des choses. C'est juste un manque d'attention, tout simplement. Il y a certainement quelque chose à ce moment-là dans notre vie qui nous préoccupe, là, qu'on n'a pas la tête à notre moment présent. C'est d'apprendre à s'intéresser plus à ce qu'on fait là, dans notre moment présent, puis d'aimer plus qu'est-ce qu'on fait aussi. C'est les choses qu'on n'aime pas, de tenter de les éviter ou de voir le bon côté le plus possible. J'ai un enfant de 7 ans qui de temps en temps nous déclare qu'il est très malheureux chez nous, mais il ne peut pas répondre pourquoi. Est-ce une phase chez l'enfant car le reste du temps, il paraît très heureux? Ça peut être les deux. Oui, ça peut être de la manipulation parce que les enfants sont des experts manipulateurs. Ils ont appris ça de leurs parents. Et ils vont utiliser tout ce qu'ils peuvent pour nous manipuler. Nous autres, depuis qu'on sont tout petits, on a dit si tu fais ci, je te donne ça. Si tu fais ça, je te donne ça. Et ça peut être vrai aussi. Alors, juste de le faire parler. Puis s'il ne veut pas parler, de lui dire, écoute, moi, je suis prête à t'écouter, puis je voudrais bien savoir ce qui te rendrait heureux, là, puis je suis vraiment prête à t'écouter. Quand tu auras le goût de parler, tu parleras. Si l'enfant ne veut pas, il ne veut pas. Vous savez, il y a des gens, il y a des fois des conjoints ou des enfants qui sont négatifs. S'ils se lèvent de mauvaise humeur, ils bourrissent tout le monde.
ils sont comme ça, ils vivent des choses difficiles, puis on a beau les prendre de toutes les façons, ils veulent pas redevenir de bonne humeur. Alors, tout ce que ça fait, c'est de les accepter dans leur mauvaise humeur, puis accepter qu'ils souffrent dans le moment. Pour une raison ou une autre, là, il y a quelque chose qui les fait souffrir, qui a peut-être absolument rien à voir avec vous autres, puis juste dire, écoute, je suis là pour t'aider, puis si tu veux pas que je fasse rien, ben c'est pas plus grave que ça. Continue à être de mauvaise humeur. C'est ça qui te rend heureux, ben reste de même. Tu sais. Et fermez vos oreilles. Écoutez-les plus. Faites ça, parce que s'ils voient que ça marche puis que ça vous dérange, ben là, ils ont trouvé un bouton qui marche. Hein? Et puis, s'ils passent leur temps à utiliser le même bouton parce qu'ils savent que ça vous dérange puis que là, ils ont le dessus sur vous autres avec leur façon d'être, c'est que c'est en train de vous dire qu'il y a dans certaines circonstances, vous autres aussi, vous touchez leur bouton. Il doit y avoir certainement des situations où est-ce que vous essayez de les manipuler ou de les faire des choses qui les dérangent. Alors, souvent, les enfants trouvent les boutons qui marchent chez les parents et les utilisent pour se revenger, ni plus ni moins. Mais c'est pas conscient, hein? Ils disent pas, je vais faire telle affaire pour déranger ma mère. C'est une chose tout à fait normale, ça. Quand on n'a pas d'espace, qu'on étouffe, on est porté à réagir. Comment guider un enfant qui ressent de l'injustice et n'est pas capable de l'exprimer? Alors, s'il ne l'a pas exprimé, le plus important, c'est d'aller vérifier si c'est bien vrai, là, premièrement, parce que s'il ne l'a pas exprimé, c'est peut-être les parents qui pensent que l'enfant sent de l'injustice. Alors, de vérifier avec lui, de le faire parler s'il pense que la vie est injuste pour lui, là. Et puis, parce que bien souvent, si les enfants voient de l'injustice, c'est qu'il y a aussi de la peur d'injustice de la part des parents. Souvent, on veut tellement être juste en tant que parent qu'on est injuste dans notre vouloir être juste. Et l'enfant se sent injuste à cause de ça, parce qu'il y a de l'injustice dans l'air. Alors, faites parler l'enfant, puis regardez qu'est-ce qu'il va vous dire. Écoutez ce qu'il vous dit, ça touche certainement quelque chose de très près avec ce que les parents vivent. Regardez-vous, vous autres, dans votre vouloir être juste. Comment vous voyez ça quand les gens sont injustes avec vous autres? C'est un point important parce que beaucoup de personnes ont des problèmes en tant qu'adultes à cause d'injustices qu'ils n'ont pas digérées quand ils étaient jeunes. Puis si ça avait été parlé ouvertement, si l'enfant avait dit à sa mère ou son père, ben moi, là, je trouve que quand tu fais telle chose ou tu m'as dit telle chose, je trouve que c'est pas juste tel comportement, tout de suite, on pourrait rectifier. Alors, parlez-en ouvertement de l'injustice. Je laisse mon enfant de 6 ans prendre beaucoup de décisions. Des fois, ses choix ne peuvent se réaliser. Alors, il a l'impression qu'on lui enlève ses droits. Quoi faire? Il a l'impression qu'on lui enlève ses droits quand il ne peut pas avoir ce qu'il veut, c'est ça? Oui, c'est l'impression que ça donne, oui. OK. Alors, ça veut dire que c'est un enfant qui veut gagner. Probablement que c'est un enfant qui est très, très fort de caractère et qui a pris l'habitude que pour lui, de lui donner des responsabilités, ça veut dire que c'est lui qui doit toujours décider de tout puis il doit gagner dans tout. C'est important de lui expliquer que vous êtes prêt à y donner de l'espace, mais par contre, il y a certaines choses qui, des fois, vont au-delà de ce que vous pouvez donner. On peut pas, c'est comme si un enfant, il veut jouer de la musique à pleine tête à la maison jusqu'à 2 heures du matin. Bien, ça, là, il va au-delà là, de son espace. Là, il rentre dans votre espace. Vous autres, si vous voulez vous coucher à minuit, vous ne voulez pas avoir de la musique à pleine tête jusqu'à 2 heures du matin. On doit délimiter les espaces à la maison. Alors, toi, tu veux ça, moi, je veux ça. Comment on peut arriver à s'ajuster les deux ensemble, quand on voit que les deux veulent quelque chose de séparé? Alors, c'est la même chose un enfant qui veut avoir des choses. Si c'est pas dans le possible, ben, tu sais, écoute, là, tu es allé un peu trop loin à tes demandes. Point final, soyez ferme. J'ai l'impression que si l'enfant a cette attitude-là, probablement que les parents se sentent coupables de ne pas pouvoir donner plus à l'enfant, mais vous n'êtes pas obligé d'aller au-delà de ce que vous avez à donner. Existe-t-il vraiment une différence dans l'approche des enfants visuels ou auditifs? Les enfants sont... Ça, tout le monde, à un moment donné, on est plus visuel qu'auditif. Il y a une méthode qui dit comment disons, les prendre différemment. Mais je pense que quand on s'occupe surtout juste de l'amour, qu'on apprend à les aimer, à les accepter tels qu'ils sont, ça va se régulariser, le visuel puis l'auditif. Les enfants d'aujourd'hui, je dois vous dire qu'ils sont pas mal équilibrés là-dedans parce qu'ils ont la télévision, où est-ce qu'ils voient des images puis qu'ils entendent beaucoup de choses. Alors, c'est
beaucoup plus équilibré que nous autres en tant qu'adultes. On était plus auditifs que visuels quand on était plus jeunes, mais maintenant, ça s'équilibre plus. Je n'ai pas accepté mon enfant lorsque j'étais enceinte, une grossesse non désirée. Maintenant qu'il est né, je lui donne tout mon amour parce que c'était un garçon. J'avais déjà une fille de 15 mois. Est-ce que mon garçon peut être heureux et se sentir aimé? Ça va être lui qui va décider ça. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est de lui expliquer ce qui se passait quand vous le portiez, puis dire, c'est possible que tu t'aies pas senti désiré quand je t'ai porté parce que je ne te voulais pas. C'est vrai que je te désirais pas. Puis c'était pas toi que j'aimais pas. C'était ma vie à ce moment-là là, qui était d'une façon que je voulais pas avoir un autre enfant tout de suite. Alors, je veux juste te dire la vérité, que si je te voulais pas, mais maintenant que tu es là, je suis bien heureuse que tu sois là et j'ai le goût de faire tout mon possible pour être heureuse avec toi. Puis si jamais il y a quelque chose, si tu te sens rejeté ou pas désiré, bien, tu peux m'en parler. Puis on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Parce que l'enfant qui choisit une mère qui désirait pas un enfant, c'est justement un enfant qui a besoin, dans cette vie-ci, d'apprendre à aimer malgré le non-désir de la mère. C'est pour ça qu'on choisit une mère qui ne désirait pas un enfant. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Si j'ai besoin d'apprendre dans une vie à aimer quelqu'un, même si la personne est violente, je vais me faire arriver des parents qui sont violents pour apprendre à aimer malgré ça, pour accepter l'idée que même si ma mère était violente, c'était sa vie à elle qu'elle aimait pas. Puis c'était une personne qui souffrait beaucoup et je dois apprendre à aimer ça. Alors c'est la même chose pour le rejet. Oui? Non, oh non. La dame demande si on répète ça tout le temps à l'enfant. On lui dit une fois, c'est suffisant. Une fois de lui dire, expliquer ce qui s'est passé quand on le portait. Et papa, c'est des sujets tellement importants que l'enfant l'enregistre. Hein. Même si on lui dirait à 3 jours, il saurait. Oui, l'enfant l'a capté. Oui. Puis c'était lui à faire ce qu'il a à faire avec. On n'a pas se sentir coupable parce que la personne qui tout à coup tombe enceinte puis qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, elle ne veut pas avoir d'enfant à ce moment-là. Elle a le droit de ne pas vouloir avoir d'enfant à ce moment-là. Ça a le droit de la déranger. Ça n'a rien à voir avec qu'on aime l'enfant ou qu'on ne l'aime pas. C'est notre vie à ce moment-là qui est d'une façon qu'on ne veut pas avoir un autre enfant. On n'a pas à se sentir coupable d'avoir des idées ou des pensées comme ça. Alors, c'est pour ça que vous n'avez pas de compte à rendre à vos enfants. Vous n'avez pas à payer pour ça toute votre vie. Du pauvre enfant, je ne le désirais pas. Maintenant qu'il est au monde, je vais essayer de dire de compenser pour ça, parce que ça fait juste une relation de culpabilité, puis c'est l'enfant qui en profite, puis qui manipule ses parents sans cesse quand il sent que le parent se sent coupable. On leur dit une fois, mais on doit aussi arrêter de se sentir coupable, puis juste l'aimer comme ça. Puis si l'enfant choisit de se sentir rejeté, malgré tout l'amour que vous lui donnez, bien, ça fait partie de ce que cet enfant-là va avoir à apprendre. On ne peut pas apprendre pour nos enfants. Il n'y a pas une personne au monde qui peut apprendre pour quelqu'un d'autre. On peut juste suggérer, conseiller, guider, mais c'est une personne qui doit décider de l'apprendre par elle-même. Comment expliques-tu que le bébé dans l'utérus puisse se sentir rejeté si l'âme intègre l'enfant après la naissance? En parenthèse, pendant la grossesse, l'âme du bébé n'est-elle pas autour du ventre de la mère? C'est exact, oui, mais l'âme est là, qui est toujours là pendant les 9 mois de la grossesse, et l'âme enregistre tout ce qui se passe. C'est exactement tout ce qui se passe autour, dans la famille, et les pensées, les émotions que la mère et tout le monde autour vivent. Alors, c'est déjà tout enregistré. Dans le subconscient de la nouvelle personne qui vient de naître est enregistré tout ce qui s'est passé depuis la conception de l'enfant. Quels sont les côtés positifs pour un couple d'avoir un enfant? C'est une occasion la plus spéciale qui existe pour apprendre à aimer.
Parce que c'est sûr qu'avoir un enfant, ça dérange les plans d'un couple, hein? Le temps que, surtout quand ils sont tout petits, puis ça dérange que ce soit du point de vue physique, du point de vue de la famille, le temps, l'énergie, l'argent, et d'apprendre à aimer cet enfant-là, puis de vouloir l'avoir pareil, puis de vivre avec et d'apprendre à aimer avec, c'est merveilleux. C'est une occasion de plus d'apprendre à aimer. Plus il y a de monde, plus il y a de personnes dans une famille, plus on a des occasions d'aimer. Imaginez quelqu'un qui a 5 enfants, puis les 5 sont des caractères différents. Je suis sûre qu'on a toutes sortes d'occasions pour apprendre à aimer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des enfants. Il y a des personnes qui sont mieux, il y a ça dans certaines vies, ne doivent pas avoir d'enfants. C'est pas dans leur plan de vie maintenant. Tu sais, des femmes qui pensent que parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ont manqué leur coup à quelque part. Parce que les enfants d'aujourd'hui qui sont vraiment désirés, puis qu'on a la bonne motivation pour les avoir, ce sont ce qu'on appelle les enfants de lumière. Ce sont des enfants très faciles à avoir, des enfants qui sont pas tannants, des enfants... que j'ai eu la chance là, d'en voir quelques-uns là, depuis quelques années, là, des personnes, des couples là, tu sais, qui désiraient leur enfant dès la première seconde et puis qui leur parlent et puis qui leur enseignent des choses, leur enseignent l'amour, la responsabilité avant que l'enfant naisse. C'est ce qu'ils vivent avec ces enfants-là maintenant depuis qu'ils sont au monde, c'est vraiment merveilleux. Fait que ça vaut la peine s'il y en a qui veulent avoir des enfants, puis que vous êtes motivés pour la bonne raison, là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile d'élever ces enfants-là. Bien, imaginez si on leur laisse leur espace, qu'on s'occupe plus de leurs affaires, on fait juste être là pour les guider, mais on les laisse libres dans bien des choses, c'est beaucoup moins de trouble hein, pour les parents. Que faire dans un cas où la mère est la mère et le père? Puis il y avait la question inverse aussi, un père qui est le père et la mère. Oui, ben, on peut arriver à harmoniser les deux. Il y a beaucoup de familles maintenant que c'est comme ça. Alors, si la mère est capable, dans un instant, de vraiment accepter l'enfant inconditionnellement, puis d'aller avec l'enfant, puis de le faire parler, puis de savoir ce qui le rend heureux, mais tout de même avoir une main ferme, puis comme le père aurait, là, d'une façon ferme, mais avec douceur aussi, tu sais, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours, là, on sait que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, avec les séparations qu'il il y a toutes sortes de situations, mais avec l'amour inconditionnel, là, ça règle beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des enfants qui sont plus heureux comme ça que d'avoir un père et une mère qui ne sont pas en harmonie. Hein. Alors, juste à vous regarder, si vous êtes capable de faire le discernement, quand on doit s'affirmer qu'un enfant prend son espace en tant que mère et quand on doit laisser l'enfant libre. Moi, j'ai beaucoup de misère à me laisser aimer par mon enfant. Comment faire et quels moyens prendre? Oui, beaucoup de personnes ont la difficulté à se laisser aimer. Je le mentionnais tout à l'heure, hein, quand on a eu des parents qui nous ont aimés d'une façon toujours conditionnelle, on a beaucoup de difficulté à accepter que les gens peuvent nous aimer, point, juste comme ça. C'est beaucoup plus fort qu'on pense chez tout le monde. Alors, encore, toujours, je pense que je réponds pas mal toujours la même chose, mais avec l'enfant, soyez vrai, ouvrez votre cœur. Dites-lui à l'enfant, je sens que tu veux m'aimer, puis j'ai de la difficulté à me laisser aimer. Je sais qu'un jour, là, je vais y arriver, mais dans le moment, ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi, avec mes fils d'araignée présentement, j'ai de la difficulté, puis je veux juste te dire comment je vis ça. Puis allez-y à mesure. Tout à coup, je sais pas, moi, 2 mois plus tard, si c'est un petit peu plus facile, dites, hey, une bonne nouvelle, c'est un petit peu plus facile maintenant de me laisser aimer par toi. Dites-lui à l'enfant ce que vous vivez. Alors, vous allez apprendre à l'enfant à communiquer, à ouvrir votre cœur. Parce que c'est ça qu'on n'a pas appris à faire quand on était jeune. Puis, vous avez de la misère à le faire dans le moment avec vos enfants. Vous avez autant de misère à le faire avec votre conjoint. Vous avez de la misère à le faire avec votre patron, avec vos parents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été habitués, on ne nous a pas enseigné ça quand on était jeune, là, que nos parents s'ouvrait le cœur devant nous autres. Moi, ma mère ne nous a jamais dit qu'elle avait peur ou qu'elle vivait des affaires difficiles avec mon père ou quoi que ce soit. Et il fallait pas parler de ces affaires-là devant les enfants. Tu sais, ils se cachaient pour pleurer. Alors, on n'a jamais appris à communiquer comme ça. Puis, ça doit changer ces choses-là parce que c'est pas la solution. On a eu trop de problèmes avec cette façon-là.
la communication ne peut jamais faire de tort. Même si, avec votre intellect, vous allez dire, ben oui, on ne peut pas tout dire à un enfant, voyons, ils sont trop jeunes, ils ne comprendront pas. Ça, c'est notre intellect qui prend le dessus, là, qu'on veut toujours tout raisonner, analyser. Et puis, c'est pas nécessaire. Allez-y avec votre cœur direct, puis c'est juste ça que les enfants veulent. Comment être une mère avec un amour inconditionnel sans devenir trop protectrice? Ben, sans devenir protectrice, ben, c'est le contraire. Quand on donne aux enfants leur choix de s'habiller, de manger, de faire leurs études, on est beaucoup moins mère poule, on est beaucoup moins surprotectrice, on sent qu'on n'a plus d'espace en tant que mère, puis l'enfant n'a plus d'espace. Tu sais, il y a une façon de le faire. Ce que j'ai vu souvent là, dans les personnes qui apprennent à aimer, ils disent: Oh, j'ai plus besoin de m'occuper de mon enfant. Oh, good. Puis là, ils font plus rien. Là, c'est tout le contraire. Rentre à l'heure que tu voudras, mange si tu veux, habille-toi comme tu voudras, je veux plus rien savoir si on me dit que t'as pas de mes affaires. Fait que là, l'enfant est tout déboussolé, elle dit: Ma mère, elle m'aime plus. Ma mère, elle s'occupe plus de moi, elle m'aime plus. Tu sais, alors, c'est sûr qu'il y en a des fois qui vont à l'autre extrême. On en a plusieurs qui sont extrémistes. Et puis, c'est pas ça non plus la solution, parce que là, pour l'enfant, on semble indifférent. Continuer à dire, tu sais, j'ai de la difficulté quand je sais pas à quelle heure tu vas rentrer, puis, oh, j'ai de la misère, je me couche le soir, puis je me dis, là, faut pas que je m'inquiète, là, tu sais, faut que je sois correcte, là, bon, dors, là, puis laisse-la faire, elle n'est pas folle, elle va rentrer à l'heure qu'il faut, bon, puis, dites-lui à votre enfant tout ce que vous avez vécu, puis ce que vous vivez. Alors, l'enfant va trouver ça merveilleux de voir, d'apprendre à communiquer comme ça. Alors, vous y allez en même temps que vous progressez, puis vous lui dites à votre enfant, puis vous lui laissez le champ libre sans déborder dans l'autre chose. C'est pas mieux parce que la mère qui dit: Oh, ben, je peux m'en occuper, que le diable n'a pas, puis qu'elle fasse ce qu'elle voudra. En dedans, elle est inquiète pareil. C'est pas la solution. Et puis, vous allez voir, vous n'aurez plus ce sens de surprotection comme vous êtes là. La responsabilité, tu sais, votre enfant est votre responsabilité, puis c'est votre faute si votre enfant a un malheur ou si ça va dépendre de vous autres si votre enfant va être heureux. Vous allez le laisser aller sur cette notion-là, parce que ça, c'est beaucoup, beaucoup trop douloureux à supporter que c'est notre faute, le bonheur ou le malheur des autres. On n'est pas responsable pour absolument une personne sur la Terre. On est responsable de notre évolution. Puis les gens qu'on choisit autour de nous autres, notre conjoint, nos enfants, c'est pour apprendre avec eux autres, à aller toujours plus vers l'amour et non pour devenir responsable d'eux autres. Autrement, c'est beaucoup trop difficile. Ça ne vaut pas la peine de se marier et d'avoir des enfants. Si on se met une grosse charge sur le dos à cause de ça, c'est assez pour décourager n'importe qui. Tandis que si on sent qu'on a un conjoint et des enfants pour nous supporter, pour apprendre à aimer tout ensemble, là, ça devient merveilleux parce qu'on se supporte. Si un père aime inconditionnellement, l'enfant peut-il évoluer normalement quand même? Oui, parce que l'enfant s'attend à ça. Ça, c'est le normal ici sur la Terre. Parce que ça fait partie de ce qu'on a besoin. On a besoin aussi, en tant qu'être humain, de ne pas jamais être satisfait de ce qu'on fait. On veut toujours s'améliorer. S'améliorer veut dire faire des changements, aller vers l'évolution. Il y a des personnes qui pensent que changer égale avoir des échecs. Mais changer égale grandir, égale évolution. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui ont difficulté à accepter leur séparation ou accepter ils ont une mise à pied dans leur travail. C'est une occasion pour faire un changement, pour évoluer davantage. Alors, si vous le faites d'une façon harmonieuse, vous allez vivre une expérience qui va être beaucoup plus enrichissante. Acceptez que le changement, c'est de l'évolution. Avez-vous déjà vu une fleur qui grandit, qui pousse, puis qui ne change pas? Alors, l'être humain, c'est la même chose. On grandit, on va vers la lumière de plus en plus et on doit faire des changements. Alors, ça, c'est quelque chose d'important à se souvenir. Est-ce qu'un enfant devrait cacher à ses parents ce que les parents ne veulent pas accepter au point de les renier de la famille? Le premier mot, c'est ce que les parents devraient... Est-ce qu'un enfant devrait cacher à ses parents ce que les parents ne veulent pas accepter au point de les renier de la famille? L'enfant, oui, ça peut être une situation assez difficile parce que souvent les enfants disent
ça arrive, je ne peux pas dire ça à mes parents, ils vont me jeter dehors ou bon. Mais même si vous avez décidé d'avance que vos parents ne le prendront pas, ce qui est important, c'est d'être vrai et de dire la vérité. Il n'y a jamais d'excuse pour ne pas être vrai. Dites, je le sais que tu n'aimeras pas ça, ce que je vais dire, mais j'ai besoin de le dire. Moi, ça fait partie de mes besoins. Je veux être vrai. Je pourrais te raconter un paquet de mensonges, je pourrais te cacher toutes sortes de choses, je pourrais te faire des accrocs. Je n'ai pas le goût de faire ça. Alors, je dois te dire la vérité et vous dites la vérité. Par contre, si vous n'avez pas à le dire, s'il y a des choses, des fois qu'on n'a pas besoin de le dire parce que c'est vraiment pas nécessaire, c'est pas un besoin à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé de tout dire non plus. Mais tant qu'à dire quelque chose de pas vrai ou d'agir d'une façon pas vraie, vous êtes mieux d'être vrai. C'est même si tu sais, même si on pense que ça va être très difficile puis que les parents vont vivre des grosses émotions, souvent on décide d'avance pour les autres. Hein? Puis si vous prenez l'habitude de prendre vos décisions sur ce que vous avez décidé d'avance pour les autres, c'est pas une bonne habitude. Parce que dans le moment, c'est ce que la plupart des humains, les humains font. Toujours en train de décider, je suis pas pour dire ça, je suis pas pour faire ça, il va faire ci, il va dire ci. Puis on est toujours en train de décider pour les autres. Ça, c'est de se prendre pour quelqu'un d'autre quand on sait déjà d'avance ce que les autres vont penser ou vont dire. Hein? Alors, on ne doit pas décider pour les autres. Prenez le risque. Il y a toujours une solution de toute façon. Il y a toujours une solution à tout ce qui nous arrive. Pourquoi les enfants restent-ils très agressifs, avec rancœur et critique, là, envers leurs parents? Parce que quand on vit de la critique ou qu'on a des rancunes, c'est qu'on n'a pas accepté nos parents. Alors, dépêchez-vous de vous débarrasser de ça parce que ce que vous n'avez pas accepté, vous allez devenir exactement pareil. Alors, ce serait urgent de noter, là, de tout savoir en détail les choses que vous n'avez pas acceptées, les choses qui vous font si mal. Vous avez autant de difficultés là, à pardonner ou à accepter. Et puis, commencez à faire votre processus de pardon. Acceptez que vos parents vous ont fait au meilleur de votre connaissance, même si c'est terrible qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien souvent, ces parents-là, c'est parce qu'eux autres souffraient énormément, puis ils avaient des attentes grandes comme ça de vous autres. Puis on n'a pas à les juger, on n'a pas à les critiquer, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est complètement là, contre les grands droits de l'amour et les jugements, les critiques, les condamnations, c'est ce qui cause le plus de maladies et de problèmes sur la Terre présentement. Il est grand temps qu'on commence à faire le contraire. Puisque nos enfants nous choisissent, ils ont alors leur évolution. On ne devrait pas leur donner des conseils. Quand leur donner des conseils? Oui, on se doit de conseiller nos enfants tant qu'ils sont sous notre toit ou qui sont nos enfants, même des fois quand ils sont partis, ils viennent encore nous demander des conseils. On doit toujours leur donner des conseils. On doit toujours leur faire voir qu'on est disponible là pour les guider ou les conseiller. On n'est pas toujours disponible pour tout faire pour eux autres, mais pour les conseiller. Puis il y a des fois qu'ils ne veulent pas nos conseils, hein? Puis qu'on se meurt de leur donner un conseil. Alors, quand c'est le cas, vous dites, là, je sais que c'est pas de mes affaires, mais c'est plus fort que moi. J'ai le goût de te dire mon opinion là, sur ce que tu veux faire. Tu sais, je trouve que ça n'a vraiment pas d'allure, ce que tu veux faire, à cause de ça, 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 ça. Je sais que tu ne m'as pas demandé mon opinion, puis que tu as le droit de me dire que c'est pas de mes affaires, mais je dois te dire, là, c'est plus fort que moi, mais je veux juste te dire, par contre, que fais bien ce que tu voudras, c'est ta décision, puis je vais te respecter dans ta décision, mais je voulais absolument te le dire. OK, alors, quand là, ça déborde, là, vous voulez absolument le dire, faites-le pareil, OK? Et puis peut-être qu'il va prendre en considération votre conseil, parce que vous ne lui imposez pas. Vous faites juste lui dire ce que vous pensez, mais vous le respectez dans sa décision pareille. Mais à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, vos enfants sont plus jeunes, ils veulent faire telle ou telle chose, dites-leur juste, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites, écoute, moi, j'ai été élevée comme ça, puis c'est ma façon de penser. Tu sais, je voulais juste te dire ce que je pensais. Parce que si vous dites, oh, c'est pas grave, fais ce que tu voudras, puis en dedans, là, vous n'êtes pas d'accord, l'enfant le sent que vous n'êtes pas vrai. Voulez-vous leur montrer à être vrai, oui ou non? Vous ne pouvez pas leur montrer quelque chose si vous ne le faites pas. Alors, dites-leur exactement ce que vous sentez dans les situations. Une adolescente de 12 ans qui ne s'intéresse en ce moment qu'à la télé et se désintéresse de l'école, des sorties, du sport et même d'amis. Puis-je la guider autrement ou dois-je la laisser vivre cet isolement? Tout ce qu'on peut faire avec nos enfants, c'est de leur faire sentir qu'on est là, qu'on veut leur bonheur, mais à leur façon. Tu sais, que des fois, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils choisissent, qu'on trouve ça difficile, leur choix, mais
qu'ils sentent que vous êtes disponible. Puis s'ils choisissent de ne pas demander d'aide, puis qu'ils continuent à vouloir vivre quelque chose, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment les observer là-dedans, puis leur dire, ça nous fait mal des fois de les voir dans une telle situation, mais écoute, je ne sais pas ce que toi, tu as à vivre là-dedans, mais tu vas certainement apprendre quelque chose comme ça. Qui sentent que vous les supportez. Vous n'êtes pas d'accord, ça c'est important que vous leur dites. Vous ne comprenez pas, mais qui sentent qu'ils ont votre support. Puis ça, c'est la chose la plus importante pour une adolescente parce que c'est cette façon-là qu'ils se sentent aimés. Quand ils sentent que vous avez à cœur leur bonheur, mais vous, par contre, vous respectez leur façon d'aller le chercher, même si c'est une façon détournée, puis comme à travers la drogue ou à travers différents moyens, des fois que les jeunes utilisent, c'est eux autres qui rallongent leur chemin vers le bonheur. C'est eux autres qui se rendent la vie difficile, puis vous les respectez dans leur choix. Quoi faire avec mes parents qui me disent toujours quoi faire? Je te gage qu'elle, elle aimerait ça dire à ses parents quoi faire. Oui. C'est de toujours leur dire, mon Dieu, que je suis donc chanceuse d'avoir des parents si intéressés à moi. Je te remercie d'être si concernée, mais non merci, c'est d'autres choses que je veux faire. Et vous les remerciez d'être si concernés, mais faites bien ce que vous voulez faire pareil. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'ils veulent faire, mais par contre, si vous dites, si vous essayez de résister, ça va continuer d'arriver. Hein? Plus vous voulez qu'ils arrêtent de vous dire quoi faire, puis plus ça continue. C'est pour ça qu'on est mieux d'aller avec, puis de voir que c'est leur façon de vous aimer. Alors, je crois que le signal sonore nous indique qu'on a épuisé le temps qu'on avait pour les questions sur cassette. Alors, un gros merci à Lise.